La stabilité externe qui va nous intéresser, ce qu'on appelle aussi la stabilité géotechnique, ça consiste à vérifier la stabilité au glissement, au renversement, au poinçonnement et au grand glissement. On va le détailler. Et la stabilité externe, ça concerne principalement à vérifier que les contraintes qui se développent dans le mur ne dépassent pas dans le béton, ne dépassent pas des valeurs tolérées. Souvent, le problème de mur poids, c'est de vérifier le cas critique qu'on a des difficultés à vérifier, c'est la stabilité vis-à-vis du glissement. Et c'est pourquoi la solution trapézoïdale, parfois, ça ne marche pas, et on doit chercher d'autres variantes pour qu'on puisse réduire la largeur de mur. Et comme solution qu'on peut utiliser, c'est un mur poids rodant, parce que le poids du sol au-dessus du rodant, il va participer aussi dans la stabilité. Donc on verra après ce chapitre, et les applications qu'on va faire ensemble. On va faire après, on va détailler le cas d'un mur poids rodant et le cas d'un mur poids de forme trapézoïde. Donc ce qu'il faut retenir dans un premier temps, les murs poids en béton en maçonnerie, ce sont des ouvrages qui reprennent des efforts de poussée grâce à leur poids. Ce sont des ouvrages rigides et ce sont des ouvrages qui résistent mal au tassement, d'où l'entassement différentiel, d'où l'intérêt de faire des joints de tassement à chaque millimètre. Et ce sont des ouvrages qui sont économiques jusqu'à une hauteur de 5 à 6 mètres. Le deuxième type, toujours dans le premier famille, c'est les ouvrages, ce qu'on appelle les murs en terre armée. Alors, les murs en terre armée, dans lesquels le sol qui est le remblai sélectionné est renforcé on le renforce par des inclinaisons souples qui résistent à l'attraction. Et ce sont des ouvrages souples qui supportent les tassements différentiels de sol de fondation. Dans un ouvrage de soutènement, il est composé principalement de remblais. C'est un remblai sélectionné, c'est-à-dire qui répond à un certain critère géotechnique, qu'on le fait renforcer par des armatures souples qui résistent à la traction, et l'ensemble, il forme un ouvrage poids, il résiste grâce à ce poids. Ici, le photo en bas, vous avez un cas d'exemple d'un mur poids avec des paraments, des équerres en béton armé préfabriqué. Et ce que vous voyez ici, dans le photo en haut, c'est la réalisation de ce mur en terre armée qui est composé, comme je dis, de remblais, des armatures souples en traction qui sont reliées avec des équerres. La réalisation, ça consiste dans un premier temps à réaliser une semelle de réglage sur laquelle on vient reposer les éléments préfabriqués, des équerres en béton armé. Et puis on met une première couche de remblai, colle compact. Et puis on vient mettre une première lie des armatures qu'on le fait raccrocher avec des paraments. Et après, deuxième couche de remblai, compacté, deuxième lit, ainsi de suite, jusqu'à qu'on remonte à la hauteur qu'on cherche. Donc un chapitre spécialement sur chapitre numéro 6, sur le terre armée, on va l'aborder s'il nous reste un peu de temps. On va voir plus en détail le mode de fonctionnement de ces armatures et puis le mode de fonctionnement de terre armée et comment on peut le démonstrer. C'est un chapitre spécialement sur démonstration des terres armées. Puis la troisième type, dans le premier famille des ouvrages de soutènement qui reprend les efforts de poussée grâce à leur poids, on trouve les ouvrages cellulaires. Alors les ouvrages cellulaires sont très variés. Et le type le plus ancien, c'est le mur caissant, l'élément préfabriqué. Dans les travaux maritimes, par exemple, on utilise pour la construction des quais de grandes bâtardeaux cellulaires, en pale-planche métallique, en grande caisson béton armé. Et dans un ouvrage cellulaire, la cellule est remplie de sol et l'ensemble forme un ouvrage qui peut être dans certains cas très souple. Pour dire en fin de compte que les ouvrages cellulaires
Le cas typique de leur utilisation, c'est la construction des ouvrages maritimes, la construction des quais, qui peut être réalisée soit en caisson préfabriqué, soit en bloc et vidé. Et l'ensemble, on le remplit par le sol, de sable principalement, et les cellules remplies par le sol, par le sable, et l'ensemble forme un ouvrage poids qui résiste aux efforts de poussée grâce à l'eau. Donc ça, c'est la troisième type de l'euphonie-famille. Dans la deuxième famille des ouvrages de soutènement, qui reprend des efforts de poussée grâce à l'encastrement, on trouve le cas des murs cantilevés en béton armé. Ce sont des ouvrages de soutènement qui se caractérisent avec une base, c'est-à-dire une semelle élargie et encastrée dans le sol, fonctionner en faisant à l'action de soutènement une partie de poids de remblai. Ça revient dire que le remblai au-dessus de la semelle, il participe à la stabilité, c'est une force résistante qui va assurer la stabilité de l'ouvrage. Donc la stabilité se fait par l'ancrage. Et on verra après que d'une manière générale, un mur cantilevé peut d'ailleurs être considéré comme un ouvrage poids si l'on inclut le poids de remblai compris entre le mur et la verticale passant par l'extrémité arrière de la semelle. Et ce sont des murs en béton armé, sont aussi des ouvrages rigides. Donc on verra après, chapitre numéro 4, les hypothèses qu'on va faire, surtout pour calculer les efforts de poussée. Et en fin de compte, on va revenir au cas d'un mur poids dans un calcul équivalent. Sauf ici, on va aller plus loin, on va voir, à part le calcul dans une approche déterministe, on va voir aussi l'approche semi-probabiliste, qui sont les différentes vérifications à faire dans un calcul aux états limites, utile aux états limites de service. Donc c'est principalement le chapitre numéro 5. Et puis, le deuxième type, dans la deuxième famille, on trouve les murs en parois moulées. Je rappelle qu'en parois moulées, il joue principalement 3 rôles. La première, c'est une fondation profonde. La deuxième, c'est le rôle d'étanchéité. Et la troisième, c'est un ouvrage de soutènement. C'est un ouvrage de soutènement qui reprend des efforts de poussée par encastrement total ou partiel dans le sol de fondation. Et parfois, on peut aider l'ouvrage par l'intermédiaire des tirants d'ancrage en part des parois moulées ancrées. La technique de réaliser un paroi moulé, ça consiste à réaliser une murade guide pour implanter les parois et pour le guidage de la machine de fourrage. Et puis on vient faire un creusement, une excavation en utilisant une baie à câble. La stabilisation du sol provisoire se fait par l'intermédiaire de la boue. C'est un mélange de la bentonite avec de l'eau selon un dosage bien étudié. Et puis, une fois qu'on fait l'excavation jusqu'à la profondeur cherchée, tout le fourrage sera rempli avec de la boue qui maintient provisoirement les parois excavées en exerçant des pressions latérales. Et puis on met la cage d'armature, ça c'est la troisième phase, on met la cage d'armature. Après, on fait l'opération de bétonnage, on coule le béton par l'intermédiaire d'un tube plongeur et le béton fait refouler la boue. Parce que la densité de la boue est plus faible par rapport au béton. Et lorsqu'on arrive, une fois qu'on finit l'opération de bétonnage, dans la partie supérieure, on fait une certaine opération de recépage. Ça consiste à détruire, à enlever le mauvais béton dans sa partie supérieure parce qu'il est contaminé avec de la boue et on le mélange, on le remplace avec un nouveau béton. Donc ça c'est le mode d'exécution. Ici, dans cette photo-là, à gauche, vous avez
un cas d'exemple d'un paroi mollet qui était réalisé sur la marina de Casa, avec des tirants d'ancrage ici. De toute manière, le chapitre numéro 5, on va traiter le dimensionnement des rideaux de pale planche et aussi des parois mollets. Donc on verra plus en détail le mode de fonctionnement et la méthode de calcul. Troisième type, toujours dans le deuxième famille, c'est-à-dire cas où la poussée reprise par l'encastrement de l'ouvrage du soutènement dans le sol de fondation, on trouve les rideaux de pale planche. Et les rideaux de pale planche, première chose, ce sont des ouvrages de soutènement flexibles. Donc les rideaux de pale planche encastrés dans le sol de fondation sont des ouvrages de soutènement flexibles où l'interaction structure-sol a une influence prépondérante sur le comportement de l'ouvrage. La stabilité se fait, la stabilité est assurée par les réactions de sol sur la partie enterrée de pale planche sur la fiche. Et comme j'ai dit, on verra, chapitre numéro 5, le mode de fonctionnement, les différents types de pale planche, le mode de fonctionnement et la méthode de dimensionnement. Bien sûr, dans le cas, dans les différentes situations, lorsqu'on a une surcharge, lorsque le sol est sec, lorsqu'on a la présence de l'eau, lorsqu'on a un écoulement, etc. Donc on va le détailler après. Chapitre 5, Inch'Allah. Et puis la dernière famille, c'est les ouvrages de soutènement qui reprend des efforts de poussée par ancrage. C'est ça, à gauche, en bas, vous avez un cas d'exemple d'un ouvrage de soutènement en déblai, avec des ancrages. Donc, dans cette famille, on trouve les murs en béton armé ancrés, les rideaux de pale planche ancrés et aussi les parois moulées ancrées. Là aussi, on va le détailler, toujours chapitre numéro 5, on va détailler le calcul des rideaux de pale planche ancrés ou les parois moulées ancrées. Donc ça, c'est les différentes familles des ouvrages de ce thème. Alors, après cette description sommaire, rentrons maintenant sur les étapes de dimensionnement. Dimensionner un ouvrage de soutènement, quelle que soit sa nature, consiste dans un premier temps à calculer les efforts de poussée du buté, calculer les efforts d'une manière générale exercés, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est les efforts de poussée du buté. Et puis, vérifier la stabilité de cet ouvrage, comme j'avais mentionné, deux familles de stabilité. Une stabilité externe, appelée aussi stabilité géotechnique, qui nous intéresse, c'est la stabilité au glissement, la stabilité au renversement, la stabilité au poinçonnement et la stabilité au glissement. Et puis une deuxième famille, c'est la stabilité interne, et ça concerne la vérification que les contraintes qui se développent dans le béton du mur ou de la semelle ne dépassent pas les contraintes admissibles. Donc là, on applique des règles adaptées à ça, telles que ce que vous faites, le béton armé, le BAL ou le recote. Alors, en ce qui concerne les efforts de poussée de butée, bon, là, je rappelle que le calcul de ces efforts, on fait appel à la théorie de poussée de butée qu'on a traitée au chapitre numéro 1. Le choix de la méthode, soit on utilise la méthode de Ronquet, la méthode de Colomb ou la méthode de Kuhlmann dans certains cas. Donc je ne vais pas parler de ça, parce que j'ai déjà détaillé dans ce chapitre, mais je vais insister sur une chose qui me semble importante, sur le fait que l'expérience montre que l'effort de poussée peut être amplifié de 2 à 3, en moyenne 2,5 fois, en cas d'inexistence de drainage. Ça revient à dire, on réalise un ouvrage de soutènement. On prévoit souvent un système de drainage, ce qu'on appelle les barbaques. Si ce système de drainage ne fonctionne pas correctement, alors dans ce cas-là, vous aurez une stagnation de l'eau derrière l'ouvrage de soutènement.
Et ceci, ça va engendrer, ça va amplifier la force de poussée. L'ouvrage, initialement, dans cet exemple que je suis en train de traiter, il est dimensionné en supposant que le remblai il est sec, que suite à une précipitation, vous aurez un drainage. Or, si ce système de drainage ne fonctionne pas correctement, vous aurez une stagnation d'eau et par conséquent, vous aurez une rupture de sol parce que l'ouvrage initialement a été dimensionné en prenant en considération que l'effet de remblai et ça n'était pas censé de reprendre l'effet de la présence de l'eau. Donc, d'où l'importance de tenir compte des conditions hydrauliques dans le calcul de poussée. Si vous avez de la nappe, il faut le prendre en considération. Et deuxième chose, nécessite d'éviter toute saturation de remblai et toujours assurer un bon drainage à l'arrière du mur de façon à diminuer l'effet de l'eau sur la force de poussée exercée. Donc il ne suffit pas tout simplement de prévoir un système de drainage, mais il faut s'assurer que ce système de drainage fonctionne correctement parce que l'expérience montre que la plupart des dégâts qu'on rencontre dans ces types d'ouvrages tellement, la cause principale c'est l'eau parce que le système de drainage n'a été pas bien correctement dimensionné ou ne fonctionne carrément pas bien. Mais sinon, le calcul des efforts de poussée est débuté, il faut revoir le chapitre numéro 1. Maintenant, dimensionner un ouvrage de soutènement, comme j'ai dit, les étapes, plusieurs vérifications à faire. La première, on vérifie la stabilité au glissement. C'est une stabilité au niveau de laquelle on doit prendre l'interaction sol-ouvrage. Et c'est une vérification qui se fait en termes de force. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on cherche à vérifier? On verra ça après. Mais on cherche à calculer un facteur de sécurité au glissement, qu'on le définit comme les efforts résistants sur les efforts motrices. Et on doit vérifier que ce facteur de sécurité est supérieur à 1,5 si on néglige la butée. Si on prend en considération la butée, parce que la butée c'est une force résistante, si on le néglige, on est dans le côté défavorable. Si on décide de le prendre en considération, dans ce cas-là, il faut vérifier que le facteur de sécurité au glissement est supérieur à 2. La deuxième stabilité, c'est la stabilité au renversement. C'est une stabilité aussi au niveau de laquelle on prend en considération l'interaction sol-structure, ouvrage-sol. Mais cette fois-ci, la vérification se fait en termes de moment, parce qu'il s'agit d'une rotation de l'ouvrage, donc la vérification se fait en termes de moment. Dans une approche déterministe, on calcule un facteur de sécurité au glissement, qu'on le définit comme la somme des moments des efforts résistants sur la somme du moment des efforts motrices et qu'on doit montrer qu'il est supérieur à 1,5. Ce qu'on appelle la méthode des rapports du moment. On va détailler ça après. Là, j'explique que ce qu'il faut, ce qu'on doit vérifier. La troisième vérification, c'est la stabilité au poinçonnement. Ça revient à dire qu'il faut vérifier l'importance du sol de fondation. En d'autres termes, il faut vérifier que la contrainte de référence est inférieure à la contrainte admissible. Je rappelle que le calcul de la contrainte admissible ou le calcul de la contrainte limite, on le calcule en utilisant, il faut voir le cours de fondation. C'est la contrainte limite sur Fs dans un approche déterministe. Fs, on le prend est égal à 3. Et le calcul de la contrainte limite, on a déjà vu qu'on a 3 méthodes. Nous, on a utilisé que 2. La méthode de SIFI, la méthode de pressiométrique et la méthode de pénétromètre. Donc, à partir de ce moment-là, à chaque séance, il faut ramener avec vous le cours de fondation, surtout la partie fondation superficielle, méthode SIFI, parce qu'on doit calculer cette contrainte limite pour vérifier cette stabilité. Et puis, la dernière stabilité dans la stabilité externe, c'est la stabilité au glissement. Et ça concerne principalement les ouvrages en déblai, où on cherche à vérifier la stabilité de l'ensemble, c'est-à-dire qu'on vérifie que l'ensemble, l'ouvrage et le sol
au voisinage sont stables par rapport au reste. Pour cela, on applique ce qu'on a vu, la stabilité des talus. On cherche à calculer un facteur de sécurité bon glissement, facteur de sécurité bien sûr minimal. Puisque c'est un ouvrage permanent, on doit trouver une valeur pour que l'ouvrage soit stable. Il faut que le facteur de sécurité grand glissement soit supérieur à 1,5 parce que c'est des ouvrages permanents. Et puis la dernière chose, c'est la stabilité interne. Ça concerne le matériau constitutif et sa résistance. Donc ça, on fait appel au calcul béton armé, BAEL, low-code, etc. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer, s'il vous plaît? Parce que tout ça, c'est juste pour situer je dirais, c'est juste pour voir ou pour comprendre les différents types des ouvrages de soutènement, comment on le classifie, les étapes de dimensionnement. Mais comme je dis, on va prendre aujourd'hui un cas d'exemple, c'est un mur de poids. On va voir plus en détail comment on peut le dimensionner, on va rentrer dans les équations, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, sur ça? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter Pardon, est-ce que je peux répéter quoi? La partie du drainage. La partie de drainage, monsieur. La partie de drainage, j'étais en train d'expliquer, monsieur, que souvent, lorsqu'on réalise un ouvrage de soutènement, soit vous avez la présence de la nappe, soit on a la présence de la nappe. Dans ce cas-là, on réalise un ouvrage de soutènement et on le dimensionne de telle manière qu'il va reprendre les efforts de poussée et l'effet de l'eau. Ça, c'est pas un problème. Mais parfois, on réalise un ouvrage de soutènement qui est censé de retenir en fait de remblais sec. Bien sûr, en fonction des périodes, dans des périodes de précipitation, vous aurez en fait de l'eau, mais cette eau ne doit pas être stagnée derrière le mur, parce que l'ouvrage, on l'a dimensionné, qu'il ne reprend que les efforts de poussée dus au remblai, sans l'effet de l'eau. Ça revient à dire, pour qu'on puisse faire ça, on doit prévoir un système de drainage. Lorsque vous aurez une précipitation, l'eau il va s'infiltrer, et puis on prévoit un système des barbaquins à l'intérieur du mur pour avoir l'évacuation d'eau. Mais comme j'ai dit, il ne suffit pas simplement de prévoir ça, mais il faut veiller que ce système de drainage fonctionne correctement, parce que sinon, si vous n'avez pas, le système de drainage ne fonctionne pas correctement, vous aurez cette stagnation de l'eau et par conséquent, vous aurez une rupture de l'ouvrage parce qu'il était dimensionné initialement uniquement pour qu'il reprenne les efforts de poussée du remblai. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez intervenir, s'il vous plaît. Alors, maintenant, comme j'ai dit, on va choisir. Je reviens dans un premier temps en arrière. Et voilà, ça. Donc là, j'ai d'écrire les 3 familles des ouvrages de soutènement qui reprend les efforts de poussée soit grâce à leur poids, encastrement, ancrage. Et donc, on va prendre un cas d'exemple. On va prendre le mur poids en béton, en maçonnerie. On va voir comment on peut le dimensionner. C'est ça le chapitre qui va nous intéresser maintenant. Et puis après, on va aborder le cas des murs contre-nivelles en béton armé. Et puis plus loin, le cas des parois mollées et des rideaux de pales planches, que ce soit par encastrement ou par ancrage. Donc, alors, un ouvrage de soutènement poids, comme j'avais déjà expliqué, c'est un ouvrage de soutènement qui reprend les efforts de poussée grâce à leur poids. Donc, ils résistent, les ouvrages de soutènement poids, que ce soit en béton ou en maçonnerie, résistent à la poussée des terres grâce à leur poids.
ce sont des ouvrages économiques jusqu'à une hauteur de 5 à 6 mètres, mais comme j'ai dit, à cause de leur poids, ils supportent très mal les tassements différentiels et d'où l'intérêt de faire un joint de tassement toutes les 10 mètres. Comme j'avais déjà expliqué, nous, on va traiter à travers des applications qu'on va faire ensemble. On va traiter le cas d'un mur poids de forme trapézoïdale, c'est la figure A. Et puis on verra le problème numéro 2, le cas d'un mur poids arrodant, qui est une variante de mur poids. Parce que la stabilité au glissement, c'est souvent les conditions contraignantes, on a la difficulté de le vérifier. Et lorsqu'on cherche à le vérifier, il faut augmenter et changer les dimensions de l'ouvrage. Parfois, en changeant les dimensions, on trouve des largeurs qui sont très grandes, même par rapport à la hauteur. C'est une solution qui n'est pas économique. Comme solution, il faut chercher sur les variantes. Et les variantes qu'on peut faire, c'est un mur arrodant, c'est un mur point arrodant. Donc, on va le détailler après. Alors, la première chose, le dimensionnement, logiquement, je dois faire quoi? Je dois prédimensionner, faire un prédimensionnement. À partir de ce prédimensionnement, je vais calculer les efforts en faisant le bilan de force. Et puis après, je vais étudier la stabilité externe et la stabilité interne. Alors, je commence par les règles de prédimensionnement. Tout ce que je sais, donc je passe directement à 1,7 dans un premier temps. Tout ce que je sais, c'est, pour faire ce prédimensionnement, tout ce que je sais, c'est la hauteur du mur. Parce que la hauteur du mur, c'est une donnée, ou la hauteur de remblai. Donc H, la hauteur du mur de la base à la courante, à la partie supérieure, c'est connu. Alors, comme largeur minimale, la largeur de la base, c'est-à-dire la base du mur, en bas, c'est grande B. Comme valeur minimale, on le prend souvent, c'est 0,3 H plus 20 cm. C'est comme valeur minimale. On peut prendre une valeur plus. Mais comme premier calcul, je peux prendre une valeur minimale de 0,3 H plus 20 cm. Valeur minimale, la largeur minimale de la courante du mur, c'est-à-dire la largeur du mur dans sa partie supérieure, en béton, on prend 15 cm. Dans un calcul sismique, c'est 25 cm. Et B, c'est 35 cm pour les maçonneries. Le fruit minimal du parament visible du mur, c'est I, c'est-à-dire l'inclinaison du mur dans sa partie visible, c'est 2%. Et puis l'ancrage, c'est-à-dire l'ancrage du mur dans la partie aval, où vous aurez la butée, et c'est de 1 mètre. Donc ça, c'est des valeurs minimales qu'on prend pour la géométrique de l'ouvrage. On le fiche, on peut prendre des valeurs plus, mais on le fiche, et après, on cherche à calculer les efforts. On cherche à calculer les efforts. Alors, si j'analyse en fait ce cas-là, l'exemple d'un mur de soutènement poids, en analysant, vous avez les efforts. Première chose, vous avez le poids de mur, et ce poids de mur qui est noté ici W, je peux le décomposer en trois parties. W1 qui caractérise le poids de mur partie rectangulaire, W qui est exercé au milieu, W2 c'est le poids de mur partie triangulaire, et puis W3 c'est le poids de mur partie enterrée aval. Ça c'est la première force. La deuxième, bien sûr le poids, je rappelle, c'est le poids volumique de béton, ou souvent vous le prenez 25, fois le volume. Et le volume ici, c'est la surface fois 1 mètre, parce qu'on fait un raisonnement 1 mètre linéaire. Et la surface, c'est un calcul de surface, rectangle ou triangle, etc. La deuxième force qu'on a, c'est la force de poussée qui est exercée par le remblai sur le mur. Alors, faites le cas d'exemple, on est dans le cas d'un remblai monocouche. Le terrain il est incliné avec une angle bêta. Souvent, lorsqu'on cherche à dimensionner un mur poids, la méthode qu'on utilise, c'est la méthode de Colomb. J'ai dit que la méthode de Colomb, on l'utilise surtout le cas d'un mur poids.
La méthode de Rankine, on peut l'utiliser dans le cas des écrans, les pales planches, les parois moulées. Et la méthode, le cas des murs qu'on utilisait, on peut utiliser les deux méthodes parce qu'on verra après qu'on tombe sur la même chose selon une hypothèse qu'on va faire après. Donc, le calcul de la force de poussée, la réalité des choses, FA ici, c'est FCA. Et FCA, c'est une force qui est inclinée par rapport à la norme avec un angle delta. Et delta, on le prend 2/3 phi'. Et phi', c'est l'angle de frottement du sol avec le sol. Donc delta, c'est le frottement entre le sol et le mur. Et phi', c'est l'angle de frottement interne du sol de remblai. Et FCA, dans ce cas-là, c'est 1/2 gamma de remblai, fois H au carré, fois KCA. Et le calcul de KCA, il faut revenir à ce qu'on a fait la méthode de Coulomb. Le calcul de KCA, vous avez besoin de bêta qui est l'inclinaison du mur, vous avez besoin de phi' de remblai, vous avez besoin de delta qui est 2/3 phi', et vous avez besoin de alpha qui est dans ce cas-là, c'est 90. Et puis dans la partie aval, vous avez la butée, FP ou FCP, c'est 1/2 gamma du sol latéral fois D au carré fois KCP, et le calcul de KCP, il faut revenir à l'expression. Après, une fois qu'on calcule le poids, le FCA et le FCP, et à partir du funiculure de force, on peut calculer aussi la réaction de sol. Cette réaction de sol qui a une composante, c'est la résultante en fin de compte. La réaction, le sol, il va réagir avec une réaction R qui va pour équilibrer cette résultante des efforts, qui a une composante normale N, une composante tangentielle. La composante normale N, c'est la somme des efforts normaux, c'est-à-dire W, ou W1 plus 2 plus 3, plus FCA vertical, plus FCP vertical, et 1 et T, c'est la composante horizontale, c'est-à-dire c'est FCA horizontal moins FCP horizontal parce qu'il agit dans le sens opposé. Une fois qu'on calcule les différentes forces exerçant sur le mur poids, on passe au dimensionnement. Bon, le dimensionnement, comme j'ai dit, ça consiste à vérifier la stabilité externe et interne. La stabilité externe, c'est ce qui nous intéresse à travers ce cours, les ouvrages sous soutènement, appelé aussi stabilité géotechnique, et ça consiste à vérifier la sécurité au renversement, la sécurité au glissement, la sécurité vis-à-vis de la rupture du sol de fondation, et puis la sécurité vis-à-vis au glissement. Et puis la stabilité interne, j'ai dit, ça, on sort dehors de l'application de ce cours, et pour cela, il faut utiliser ce que vous avez appris en béton armé, principalement pour vérifier la stabilité interne. Alors, commençons par la sécurité au renversement. Lorsqu'on cherche à vérifier la stabilité au renversement, on a deux méthodes. La première, c'est la méthode du rapport du moment. Et la méthode consiste à étudier l'équilibre statique du mur par rapport au moment des efforts exercés. En d'autres termes, ça consiste à comparer les efforts résistants, le moment des efforts résistants avec le moment des efforts motrices. En d'autres termes, à calculer le facteur de sécurité au renversement, qu'on le définit comme le poids, le moment des efforts résistants sur le moment des efforts motrices. Et ce moment des efforts, on le calcule par rapport au point A, par rapport à l'arrêt extérieur de mur. C'est par convention, parce que lorsque l'ouvrage est suivi à une rotation, mal dimensionné et suivi à une rotation, vous avez une rotation autour d'un axe qui passe par le point A, et après on n'est pas capable de suivre cet axe de rotation, et par convention, on le calcule toujours par rapport
à l'arête extérieure, c'est-à-dire par rapport au point A figuré ici. Dans ce cas d'exemple, un mur de soutènement qui retient un remblai incliné, terrain incliné avec une angle bêta, qui est supposé reposer sur un massif rocheux. J'ai deux forces principalement, la force résistante c'est le poids, et la force, je dirais, renversante, c'est la force de poussée FCA. Donc le moment de W par rapport au point A, c'est W fois le bras de levier qui est D2. Et le moment de FA par rapport au point A, c'est FA fois D1. Et je dois vérifier qu'il est supérieur à 1,5. Ça, c'est dans ce cas d'exemple. Si je me reporte par rapport à ce cas d'exemple, par exemple, où j'ai plusieurs forces, en appliquant ce principe-là, les efforts résistants, c'est le poids. La butée, je peux le considérer comme force résistante. C'est une force résistante, mais je peux faire un calcul en prenant en considération la force de butée. Dans ce cas-là, je suis dans le côté favorable. Si je le néglige, je peux le négliger. Dans ce cas-là, je serai dans le côté défavorable. L'essentiel, la butée, si vous décidez de le prendre en considération, il faut veiller que vous aurez les déplacements nécessaires pour la mobilisation, les déplacements nécessaires de l'ouvrage pour la mobilisation de la butée. Donc, il y a un phasage d'exécution de l'ouvrage. Donc, si je considère la butée, vous aurez donc le facteur de sécurité au renversement, c'est la somme des moments des efforts existants, c'est-à-dire je vais avoir le moment de W1 par rapport à A, plus W2 par rapport à A, plus le moment de W3 par rapport à A, plus le moment de FCP par rapport au point A, sur le moment de FCA par rapport au point A, où je peux dire la butée je peux faire la butée en bas, c'est-à-dire le moment de W par rapport à A, sur le moment de FCA par rapport à A, moi le moment de FCP par rapport à A. Je peux faire aussi ça, parce que le facteur de sécurité, c'est une notion subjective, il n'est pas unique. On a plusieurs manières de définir le facteur de sécurité, mais l'essentiel, toutes les définitions, ils évoluent dans le même sens. Donc ça, c'est la méthode du rapport du moment qui permet de vérifier la sécurité au renversement. C'est la première méthode. La deuxième méthode, toujours pour vérifier la stabilité au renversement, c'est ce qu'on appelle la méthode de tiers central ou le RAG de tiers central. C'est une méthode qui consiste à assurer que la réaction R sur la base passe dans le tiers central de la semelle de fondation. En d'autres termes, aucune zone de cette semelle ne soit décomprimée. Ceci dit, je dois calculer l'excentricité. Je rappelle que l'excentricité, c'est la somme des moments de tous les efforts par rapport à O, par rapport au centre de la semelle, sur la résultante sur N ou sur la somme des efforts normaux. Si je trouve une excentricité qui est inférieure à B sur 6, dans ce cas-là, la réaction R sur la base passe par le tiers central. En d'autres termes, la semelle est entièrement comprimée, pas des ondes de traction, la stabilité vis-à-vis au renversement, il est assuré. Si je calcule le facteur de sécurité, en utilisant la méthode des rapports du moment, je dois trouver que Fs au renversement, il est supérieur à 1,5. Par contre, si je calcule l'excentricité, je trouve une valeur qui est supérieure à B sur 6, dans ce cas-là, bien sûr, la résultante des efforts, elle est en dehors du noyau central, la semelle elle est partiellement comprimée, et je ne peux pas dire que la stabilité elle est assurée. Dernière chose par rapport à cette méthode, c'est que le règle de tiers central est plus sévère que la méthode du rapport du moment. En d'autres termes, si l'excentricité est inférieure à B sur 6, automatiquement implique le facteur de sécurité au renversement est supérieur à 1,5. Mais si la méthode du rapport du moment, c'est-à-dire je calcule Fs au renversement, je trouve une valeur supérieure à 1,5, je ne peux pas dire que l'excentricité
il est inférieur à 2 sur 6. Donc le règle de tir central, plus sévère que la méthode du moment, ça c'est une chose importante à retenir. Ça c'est pour vérifier la stabilité au renversement. Donc comme j'ai dit, vous avez deux méthodes, la méthode du rapport du moment ou le règle de tir central. Si je vous demande par exemple de calculer le facteur de sécurité au glissement, là j'ai imposé la méthode, il faut utiliser la méthode du rapport du moment. Si je vous demande par exemple de vérifier la stabilité vis-à-vis au renversement, dans ce cas-là vous êtes libre, soit vous choisissez la méthode des rapports du moment ou vous calculez l'excentricité pour vérifier le règle de tir central. De toute manière, dans notre calcul, à un moment ou à un autre, on a besoin de calculer l'excentricité parce que pour vérifier la stabilité au poinçonnement, on a besoin de calculer l'excentricité. L'excentricité, on l'a besoin dans le calcul de la contrainte de référence et dans le calcul de la contrainte limite. Donc, à un moment ou à un autre, on va calculer l'excentricité. La deuxième vérification, c'est la sécurité vis-à-vis du glissement. Comme j'ai expliqué, c'est la condition la plus contraignante pour un mur poids. Et la méthode, dans une approche toujours déterministe, ça consiste à calculer le facteur de sécurité au glissement. On le définit comme CA fois B plus N fois tangente delta sur T supérieur à 1,5. On doit vérifier qu'il est supérieur à 1,5. Si on ne prend pas en considération la butée, si on le prend en considération, on doit vérifier que ce facteur de sécurité au glissement il est supérieur à 2. Alors, la relation, le facteur de sécurité au glissement, CA plus fois B plus N fois tangente T, ça c'est, si vous voulez, c'est comme TR. C'est la force résistance sur la force motrice. Ça provient d'où? C'est une relation qui est similaire si j'utilise par exemple la loi de Moore-Coulomb, qui est introduite. La loi de Moore-Coulomb consiste à dire que P' est égal C' plus sigma' fois tangente de phi'. Phi' c'est l'angle de frottement entre ce sol. Cette loi de Moore-Coulomb, je vais l'écrire en termes de force. TR, c'est C' fois B plus N fois tangente de phi'. Ça, c'est au niveau du sol. Or, nous, on cherche à vérifier la stabilité glissement entre le sol et le mur. Donc, on doit prendre en considération l'interaction entre la base du mur et le sol. Et c'est pourquoi ce TR, en le modifiant, en prenant en considération cette interaction, vous aurez CA fois B plus N fois tangente delta. Avec CA, on l'appelle l'adhésion sol-mur, qui dépend de la cohésion de sol de fondation. Ça varie, CA, ça varie entre 0,5 C' et 3 sur 4 C'. Ça varie entre ça. Si dans le cas d'un sol virulent, C' est égal à 0, donc CA c'est 0. Dans le cas d'un sol cohérent, CA ça varie entre 0,5 C' et 0,75 C'. Le cas le plus défavorable, c'est de prendre une valeur de 0,5 C'. B, c'est la largeur du mur à la base. N, c'est la résistance des efforts normales. Delta, j'ai dit, c'est l'angle de frottement entre le sol et le mur. Et souvent, on le prend 2 tiers phi' et phi', c'est l'angle de frottement de sol de fondation parce qu'il s'agit de vérifier la stabilité vis-à-vis au glissement entre le sol et la base du mur. T, reste T, c'est tout simplement, dans le cas de la poussée, c'est la composante horizontale de la poussée, c'est FCA horizontale. Dans le cas où on a la butée, vous aurez c'est FCA moins FCA horizontal moins FCP horizontal. Donc ça, c'est-à-dire la résistance des efforts horizontaux. Pour la sécurité au glissement. Maintenant, la sécurité vis-à-vis de la rupture de sol de fondation, c'est-à-dire la sécurité vis-à-vis au poinçonnement, la stabilité vis-à-vis au poinçonnement, vis-à-vis à la portance du sol.
il faut vérifier que le sol est capable de supporter les charges qui proviennent de la structure. En termes des efforts normaux, on cherche à vérifier que la contrainte de référence il est inférieur à la contrainte admissible. C'est le critère de stabilité vis-à-vis du point soumis. La contrainte de référence qui dépend bien sûr de chargement et de la géométrie de la semelle et qui est due à l'effort normal qui s'applique sur la semelle, on peut l'évaluer, on peut le calculer de deux manières. La première, c'est la méthode de 3/4. Ça, c'est la première approche. Cette contrainte de référence, on le définit par cette méthode, par la relation suivante. C'est 3Q max plus Q min sur 4. Bon, je rappelle, c'est le calcul de la contrainte de référence. On l'a déjà vu, le cours de fondation, la méthode CFI, lorsqu'on a abordé le cas d'une fondation soumise à la flexion composée. J'ai déjà démontré la relation, on a déjà vu la manière de calculer Qmax et Qmin dans les différents cas. Sauf, c'est une question de notation. Le cours de fondation, j'avais noté sigma max, ici c'est Qmax. Pour fondation superficielle, j'avais noté sigma min, ici c'est Qmin, c'est la même chose. Alors, le calcul de la contrainte maximale dépend principalement de l'excentricité. Je rappelle que l'excentricité, c'est la somme des moments des efforts, c'est la somme des moments de tous les efforts par rapport à O, le centre de la semelle, sur la somme des efforts normaux. Si je calcule l'excentricité et je trouve qu'il est inférieur à B sur 6, B c'est la largeur de la semelle ou la largeur du mur à sa base. Si je trouve que l'excentricité est inférieure à B sur 6, alors dans ce cas-là, on dit que la semelle elle est entièrement comprimée, le règle de tir central il est vérifié, et on a le diagramme il est trapézoïdal. On a déjà parlé de ça pour le cours de fondation. Et la contrainte min est donnée par la relation N, c'est la résultante des efforts normaux, sur B, facteur de 1 moins 6E sur B. Tandis que la contrainte max, c'est 1 sur B, facteur de 1 plus 6E sur B. Donc les deux expressions sont valables dans le cas d'une excentricité inférieure à B sur 6. Tandis que si l'excentricité est supérieure à B sur 6, c'est-à-dire la résultante des efforts il est en dehors du noyau central, la semelle, le diagramme de contrainte est triangulaire, et la semelle il est partiellement comprimée. Ceci dit qu'il y a un risque de traction dans cette partie-là. Chose qu'on ne l'accepte pas. Il y a un risque de traction dans le béton de la semelle, chose qu'on ne l'accepte pas. C'est pourquoi nous on fait une hypothèse, on impose la contrainte min est égale à 0. Le diagramme, c'est un diagramme triangulaire. À partir d'un certain développement qu'on l'a fait pour fondation superficielle, on arrive à montrer que la contrainte max elle est donnée par la relation de N sur 3 facteur de B sur 2 moins E. Et puis, remplacer contrainte max par son expression, vous aurez l'expression de la contrainte de référence. Sauf si l'excentricité est en dehors du noyau central, dans ce cas-là, en plus du critère de potence, c'est-à-dire la contrainte de référence inférieure à la contrainte admissible, on doit vérifier un autre critère qu'on appelle le critère de décompression de sol, c'est-à-dire vérifier que la résultante des efforts elle est encaissée par le sol dans sa partie partiellement comprimée et que cette partie liée le sol ne travaille pas. Et il faut voir le critère de fondation superficielle. On a montré si on considère que la surface partiellement comprimée représente 75% de cette surface totale, dans ce cas-là, on a montré que B doit être inférieur à 10 sur 3 fois l'excentricité. Cette expression, ce critère change en fonction de l'hypothèse qu'on a fait. Donc c'est pourquoi vous êtes sollicité à ramener avec vous le cours de fondation, surtout la fondation superficielle, la méthode CFI.
La deuxième approche, toujours pour calculer la contrainte de référence, c'est la méthode de Merov. La méthode de Merov, qui considère comme contrainte de référence la contrainte verticale moyenne sur une largeur plus petite que B, c'est-à-dire sur une largeur équivalente à B'. En d'autres termes, la contrainte de référence, c'est la résultante des efforts normaux sur B', et B' est égal B moins 2E. Et E, c'est l'excentricité. Donc, le calcul de la contrainte de référence, vous avez deux méthodes. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, soit la méthode de Merov, soit la méthode de 3/4 qui prend en considération la réaction de sol à la base de la semelle. Maintenant, vérifier la stabilité vis-à-vis au poinçonnement, pour vérifier les critères de portance. On a parlé de la contrainte de référence. Maintenant, on va aborder la contrainte admissible. La contrainte admissible qui dépend du sol, c'est la contrainte à ne pas dépasser dans le sol pour qu'il n'y ait pas de rupture. C'est une contrainte admissible. Cette contrainte admissible, il dépend de la contrainte itume, la contrainte de rupture, la contrainte, je dirais, itume de limite de sol. Et dans un calcul déterministe, la contrainte admissible est égale à Qn sur Fs. Et le calcul de cette contrainte limite, on le calcule comme dans le cas des fondations superficielles. Alors, je rappelle que calculer cette contrainte limite, soit on utilise la méthode prissiométrique, ou soit la méthode SIFI. De toute manière, les différentes applications qu'on va faire ensemble, on va utiliser la méthode SIFI, c'est-à-dire la contrainte limite, c'est le terme de surface, plus le terme de cohésion, plus le terme de surcharge, et l'application de cette formule globale va dépendre du type de sol de fondation. Est-ce que c'est un sol plus virulent, ou est-ce que c'est un sol fin? Est-ce qu'on est amené à faire un calcul à court terme, à long terme, etc. J'avais déjà expliqué que lorsqu'on a une fondation reposée sur un sol plus virulent, on fait un calcul à long terme, en conditions non drainées, en contrainte effective, c'est-à-dire on déjauge là, on en a map. Si on est dans le cas d'un sol fin saturé, on fait un calcul à court terme, c'est le cas le plus défavorable, en contrainte totale. Et dans le cas d'un sol fin non saturé, on fait un calcul à long terme. Sinon, dans un calcul avec la méthode pressiomètre, vous avez la relation décrite ici. On calcule la méthode pressiométrique, c'est 1 sur gamma Q. Gamma Q, c'est le coefficient de sécurité global que le prend 3 ici. Fois QU, c'est la contrainte itume, la contrainte de rupture, sous charge verticale centrée. Et la relation QU ici, vous avez la relation entre la méthode pressiométrique, c'est Kp fois PL étoile équivalente, etc. Moins Q0, Q0 c'est la contrainte effective verticale dans le sol au niveau de la base de fondation, après remblaiement, c'est-à-dire que Q0 c'est sigma V0, et I delta bêta c'est le coefficient minérateur qui prend en considération l'inclinaison de la charge et les géométriques de sol de fondation. Le calcul de I delta bêta, on l'a déjà vu, j'ai déjà donné l'expression de coefficient d'inclinaison minérateur, la méthode pressiométrique, une application qu'on a fait ensemble. Sinon, la méthode SIFI, vous avez les expressions des coefficients d'inclinaison le cours de fondation. Donc, pour dire que la stabilité vis-à-vis au poinçonnement, le calcul et la vérification, il est identique à celui de fondation superficielle. Donc, il faut voir le cours de fondation. À chaque séance, il faut ramener avec vous le cours de fondation pour qu'on puisse faire cette vérification. La dernière vérification en termes de stabilité externe, c'est la sécurité vis-à-vis du grand glissement. Ça consiste surtout les ouvrages de soutènement en déblai, où on cherche à vérifier la stabilité globale,
c'est-à-dire la stabilité de mur ou le sol au voisinage est stable par rapport à l'ensemble. Pour cela, on doit choisir le modèle de rupture. Dans le cas d'un risque de glissement rotationnel, en appliquant la méthode de Bishop, on choisit une surface de rupture circulaire qui sépare entre le sol stable et le sol susceptible de glisser. Et puis, on subdivise en fait le massif susceptible de glisser à des tranches verticales. Et en appliquant la méthode de Bishop, on cherche à calculer un facteur de sécurité ou un glissement minimal qui doit être supérieur à 1,5 parce qu'il s'agit des ouvrages, des ouvrages permanents. Bien sûr, le calcul de facteur de sécurité ou un glissement minimal, ça consiste à générer plusieurs surfaces de rupture. Selon un repère bien défini, X, Y, Z, je génère une première surface de rupture hypothétique. Je positionne le centre de cercle selon ce repère, suivant ce repère. Je calcule le facteur de sécurité qui correspond à cette surface de rupture selon la méthode de Bishop dans sa version simplifiée, par exemple, et je note la valeur de Fs.